Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va explorer ensemble l'iceberg des mutants les plus puissants de l'univers Marvel. On va évidemment parler des mutants de niveau Oméga les plus connus, mais vous verrez qu'au fur et à mesure de notre plongée dans l'iceberg, vous allez découvrir des mutants au pouvoir bien mystérieux. Des mutants capables d'asservir des planètes, de manipuler la réalité ou encore de contrôler des multivers entiers. Alors préparez-vous, parce que aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'iceberg des mutants les plus puissants. Et petite parenthèse avant que la vidéo commence, mais j'avais une petite annonce car en effet, du coup, le samedi 14 février à 17h30 sur la plateforme Vote, il y aura un live exceptionnel où vous pourrez trouver des comics extrêmement rares, mais aussi, attention, des comics à 1€ prix de départ. Donc, c'est des comics rares, des single issues en VO, mais que je lancerai à 1€ prix de départ. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de choper des comics un peu premium à prix complètement cassé, vous savez où venir. Et en plus de ça, au-delà de ça, finalement, les lives, c'est assez sympa, on peut rigoler ensemble, discuter ensemble, c'est un bon moyen d'échanger au-delà du coup des vidéos et des commentaires. Donc si jamais ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. De toute façon, voilà, vous avez tout en description. Vous avez aussi des lives sur Whatnot où là vous avez 5€ offerts avec mon code en description. Vous avez aussi Eurocomics Grade du coup pour faire grader directement vos comics les plus rares. Et maintenant que tout ça est dit, je vous propose qu'on commence ensemble la vidéo. Et pour bien commencer la vidéo, je me suis dit que ce serait marrant que vous voyiez un petit peu avant qu'on parle évidemment des mutants les plus puissants, des mutants de niveau Oméga qui sont donc dans la dernière catégorie de puissance, une catégorie qui représente tous les mutants qui sont finalement hors catégorie, qui ont des pouvoirs tellement puissants qui ne peuvent pas être comparés aux autres mutants. C'est la classe Oméga, mais il y a aussi une classe Gamma avec des mutants explosés au sol et vous allez voir que c'est un peu finalement dégueulasse pour certains puisque t'en as qui peuvent manipuler la réalité, mais t'as aussi des gars qui sont nuls à chier et vous allez voir qu'on a de quoi faire. Parce que voilà, je me suis dit avant de voir les mutants les plus puissants, c'est rigolo de voir ceux qui sont nuls à chier. Vous avez par exemple le Bec qui est un membre des X-Men qui n'a pas de pouvoir hormis le fait qu'il ait un bec. Vous avez par exemple Angel qui a des ailes, c'est un peu nul mais au moins il peut voler. Lui, il a juste un bec, voilà, ça c'est un peu la loose. Pareil, vous avez un mutant des X-Men que j'aime beaucoup qui s'appelle Jazz et en gros il est bleu. Voilà, alors c'est pas comme le Fauve ou Mystique qui est bleu ou Diablo qui a des pouvoirs en plus, non, lui il est juste bleu, voilà, il n'y a rien d'autre, juste il est bleu. Vous avez aussi d'ailleurs dans les trucs physiques le fameux long neck qui est un mec juste qui a un cou très long, voilà. Vraiment il ne sert à rien mais j'aime beaucoup. Et vous avez aussi très certainement mon préféré, le fameux Ugly John qui a littéralement 3 visages. Alors pareil, il n'a pas de pouvoir particulier, juste il a 3 visages. Coup dur finalement. Bon, et évidemment, on va pas tous les faire parce que sinon ça va être très long, mais je voulais quand même mentionner le meilleur de tous, finalement exceptionnel, qui s'appelle Bailey Hoskins, qui est en fait un jeune homme qui a le pouvoir de se faire exploser. Voilà, sauf qu'évidemment il ne revit pas, c'est juste il se fait exploser et bon, c'est un peu à usage unique quoi. Oui, on est d'accord, vraiment, il y a des mutants qui ont des pouvoirs trop stylés, lui, il peut juste mourir, c'est... Ouais, bah écoutez, c'est un peu coup dur. Par contre, le run d'où il vient, du coup, X-Men, Worst X-Men Ever, donc X-Men, le pire X-Men du monde, c'est un run qui est très très marrant, qui est assez cool et qui en montre plus, du coup, sur l'univers des mutants, et notamment de ceux qui ont des pouvoirs éclatés au sol. De toute façon, comme d'hab, vous avez toutes les sources en description, et je voulais juste mentionner, voilà, les X-Men un peu nuls, évidemment, pour encore plus mettre en valeur, finalement, ceux qui ont des pouvoirs assez exceptionnels, et justement, parlons de ceux qui ont des pouvoirs exceptionnels. Et pour commencer, j'avais envie de vous parler du coup de Tornade qui historiquement est la première mutante à avoir acquis le statut de mutant de niveau Oméga, soit finalement le niveau ultime pour les mutants qui représentent donc les êtres dotés d'une puissance excédant le niveau de classification normale. Et bien sûr pour Tornade, vous le savez, ses pouvoirs de manipulation de la météo la rendent absolument surpuissante et on va le voir juste après, mais juste avant, ce qui est vraiment intéressant avec ce personnage, c'est que c'est aussi un personnage qui tire sa force du fait que ce soit une véritable puissance politique. Déjà pendant de nombreuses années, elle a été la femme de T'Challa, soit Black Panther, et donc cela faisait d'elle la reine du Wakanda, ce qui lui donnait une importance politique majeure. Et pendant un temps d'ailleurs, elle a aussi formé sa propre équipe de mutants pour prendre de l'indépendance vis-à-vis de Charles Xavier, et cette équipe qui s'appelait Extreme Sanction Executive va notamment viser à protéger les mutants dans les zones où les autres super-héros n'interviennent pas, comme par exemple l'Afrique.
Et Tornade va donc diriger cette équipe avec succès, et franchement c'est pas une équipe secondaire, on parle même d'une équipe qui réunit des personnages extrêmement puissants comme Bishop, Diablo, Wolverine, Psylocke ou encore Jean Grey. Mais malgré tous ces personnages extrêmement puissants, c'est bien Storm qui en est le leader. Et ça vous montre un peu qu'elle pèse finalement. Et d'ailleurs dans l'ère moderne des comics, Storm est devenue une véritable force politique à l'échelle planétaire, puisque c'est elle la dirigeante de Arakko. Et pour ceux qui connaissent pas Arakko, en fait, c'est le nouveau nom de la planète Mars qui est donc devenu habitable, on le verra juste après dans l'iceberg, et qui abrite donc maintenant une véritable nation mutante. Donc oui, Storm, c'est littéralement la reine d'une planète mutante. Ça vous montre à quel point les autres personnages la considèrent comme puissante. Et bien sûr, tout ce respect qu'elle inspire aux autres, elle le doit notamment à sa droiture morale inégalable, son sens de l'empathie développé, mais surtout, on va pas se mentir, à ses pouvoirs juste destructeurs. Parce que même si vous le verrez, c'est pas elle la mutante la plus puissante de l'iceberg, Tornade, ça reste une mutante aux capacités de destruction juste phénoménales. Elle représente un danger constant pour quiconque menacerait ses intérêts. Et au niveau de ses pouvoirs justement, vous le savez sûrement, mais elle peut manipuler la météo de manière quasiment absolue. Elle peut provoquer la foudre, le blizzard, des tempêtes et même des ouragans par sa simple volonté. Et d'ailleurs, la manipulation de l'atmosphère lui permet aussi de courber la lumière, ce qui peut la rendre invisible. Elle est d'ailleurs aussi capable de manipuler la pression atmosphérique, ce qui lui permet donc de voler, et elle a également démontré une capacité à contrôler des forces naturelles telles que les tempêtes cosmiques, les vents solaires ou encore les courants océaniques. Et donc, ça montre que son pouvoir n'est pas strictement limité, il semble avoir encore plein de potentiel, ce qui lui permettrait d'avoir un contrôle total sur non seulement l'atmosphère, mais sur en fait tous les éléments naturels. Et aussi, quelque chose qui est moins connu, c'est le fait qu'elle possède une capacité innée à utiliser la magie, puisque Tornade descend d'une lignée de sorcières africaines qui elles-mêmes descendent d'Agamotto, le premier sorcier suprême de la Terre. Et à l'époque, Agamotto s'était lié avec une déesse ancienne, ce qui donnera la lignée de Tornade. Et donc oui, vous comprenez qu'en descendant à la fois d'une déesse et de Agamotto, la magie, ça reste relativement à sa portée. Et d'ailleurs, on le verra bien dans le run New Avengers, au moment notamment où l'œil d'Agamotto montre à Doctor Strange des futurs candidats au titre de sorcier suprême. Et dans ces personnages justement, en plus des classiques comme la Sorcière Rouge ou Agatha Harkness, on a aussi étonnamment Tornade qui est présente. Et pour finir, une des caractéristiques qui rendent Tornade extrêmement importante et bien plus puissante qu'un simple mutant qui manipule la météo, c'est le fait que ce soit un avatar de la vie, puisque de par sa lignée de ses ancêtres, elle possède un lien profond avec la nature et la vie dans son ensemble, un lien à la fois magique et divin qui est renforcé par ses pouvoirs mutants. Tornade a pu par exemple être l'avatar direct ou l'enveloppe humaine comme vous préférez de l'entité cosmique Eternity, une des entités les plus puissantes de tout le multivers. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Tornade, c'est pas seulement un mutant extrêmement puissant, c'est aussi une véritable force naturelle qui est là pour protéger la vie, et ce, sous toutes ses formes. Bon, Charles Xavier, vous le connaissez forcément, c'est le leader et le créateur des X-Men, et pendant des années, ça a été lui le mutant le plus puissant de la planète, jusqu'à ce que bien sûr, il soit remplacé par la nouvelle génération, que lui-même a formé d'ailleurs, ce qui montre qu'il est quand même pas dégueu. Oui, le mec maintenant il est vieux, mais il reste vraiment très puissant, et rendez-vous compte, parmi ses exploits les plus notables, on a par exemple le fait que Charles Xavier ait pu, grâce à ses capacités télépathiques, rassembler les esprits des 8 milliards d'êtres humains de la planète pour les incorporer dans la conscience même de Galactus afin de le supplier d'épargner la planète, ce qui finira d'ailleurs par fonctionner. Il fera aussi plus ou moins la même chose avec Ego, la planète vivante, afin de sauver la Terre. Et rendez-vous compte, on est quand même sur un mutant qui réussit à tenir tête à des entités cosmiques extrêmement dangereuses comme Galactus, et ça, c'est un exploit que quasiment aucun mutant n'avait réussi avant lui. Et en plus de ça, vous le savez, mais Charles Xavier fait aussi partie des Illuminati, soit les êtres humains les plus puissants et les plus importants de la planète, qui contrôlent en secret le monde en prenant les décisions qui sont les plus favorables à la survie de la planète. Et rien que pour ça, je pense qu'on peut largement dire que ça fait de lui un des mutants les plus importants pour la survie à la fois de la race mutante, mais aussi de la race humaine, puisque d'ailleurs, en réalité,
une des plus grandes forces de Charles Xavier, ce n'est pas sa puissance télépathique, ni sa capacité à utiliser le cérébro, mais bien son empathie sans limite. C'est un mutant qui a compris que l'avenir ne pourrait se construire sereinement que si les mutants et les humains arrêtaient de se haïr. Et Charles Xavier sacrifiera toute sa vie pour faire le pont entre les deux espèces. À la manière de Gandhi finalement, c'est avant tout une force pacifique, une force tranquille qui œuvre pour la paix mondiale. Bon, et quand ça marche pas, il peut aussi manipuler l'entièreté des êtres humains par la pensée, certes, mais dans l'idée, voilà, c'est déjà pas mal. Et d'ailleurs aussi, pour vous donner des critères de puissance un peu plus concrets, c'est un des seuls mutants à avoir réussi à tenir tête à la Force Phénix. Et vous verrez que c'est un exploit absolument immense, parce qu'on sera amené à recroiser la Force Phénix de très nombreuses fois dans l'iceberg. Et de toute manière, je pense que j'ai pas vraiment besoin de développer sur pourquoi est-ce que Charles Xavier c'est un mutant extrêmement puissant, et surtout pourquoi c'est un des mutants les plus importants, parce que évidemment, vous le savez, c'est un mutant véritablement précurseur que ce soit dans la façon dont l'opinion publique traite le problème mutant et précurseur dans les solutions qu'il va apporter. Bon, évidemment, on est encore dans la première strate de l'iceberg, on fait les classiques et donc on est obligé de parler de Magneto qui est littéralement un des méchants les plus iconiques de tout l'univers Marvel et surtout un des méchants les plus destructeurs. Alors évidemment, on va parler de ses pouvoirs et de ses exploits, mais avant, j'aimerais juste vous dire que Magneto est un des mutants les plus puissants pour une seule et bonne raison. Parce qu'en réalité, il tire sa force de sa haine profonde envers les êtres humains. C'est un mutant qui n'est pas intéressé par le contrôle de la planète ou des conneries comme ça, ce qui l'intéresse, c'est la vengeance pure et simple. Car Magneto, au plus profond de lui, brûle une haine intense pour la race humaine, une haine qui alimente constamment ses pouvoirs comme une flamme impossible à éteindre. Puisque vous le savez, et c'est d'ailleurs ce qui est montré dans l'excellent comics Magneto le Testament, mais Magneto a grandi dans le camp de concentration de Auschwitz, il a donc vu toute sa famille mourir et ensuite, après s'en être échappé et avoir perdu sa première famille, il va comprendre que sa deuxième famille, à savoir la race mutante, risque elle aussi de se faire exterminer pour sa différence. Et Magneto est donc prêt à tout pour ne pas laisser ce drame se reproduire. Il est donc prêt à tout pour développer des pouvoirs infinis et protéger ceux qu'il considère comme sa famille. Et c'est ça, c'est cette haine qui fait de Magneto un des personnages les plus dangereux de l'univers Marvel. On a affaire à un personnage qui ne reculera devant rien pour imposer ses idées, car il a déjà tout perdu et il sait à quel point la race humaine peut être violente. Alors, il doit se montrer tout aussi violent. Et en plus de ça, on va pas se mentir, mais son pouvoir est évidemment extrêmement cheaté puisque c'est littéralement le maître du magnétisme. Il possède un contrôle total sur tous les types de champs magnétiques et donc il peut notamment contrôler le métal de manière absolue. C'est absolument évident, mais tous les gens qui utilisent des armes à feu ne peuvent rien faire contre lui. Captain America et son bouclier, c'est ciao. Iron Man et son armure, c'est ciao. Même le marteau de Thor, il a réussi à le contrôler. Bon, ok, c'était dans des vieux comics, mais je vous rappelle que chez Marvel, tout est canon. Donc Magneto qui contrôle le marteau de Thor, et bah c'est canon. Et d'ailleurs, l'ensemble de ses exploits de manière générale sont complètement aberrants. Il a notamment réussi à construire une sentinelle à lui tout seul. Dans l'événement House of M, la sorcière rouge, donc littéralement la propre fille de Magneto va modifier toute la réalité pour créer une continuité alternative dans laquelle c'est Magneto qui règne en maître sur la planète. Et même si c'est une réalité alternative, ça montre bien que si Magneto le voulait, il aurait tout à fait la capacité de diriger et d'asservir toute la planète. Et pour finir, au niveau de ses pouvoirs, on l'a aussi déjà vu faire des trucs de ouf, comme par exemple tuer des humains en contrôlant le fer présent naturellement dans le corps humain. On le voit notamment à un moment donné stopper la circulation sanguine d'un mec, ce qui le tue sur place. Ça c'est pas cool. Et d'ailleurs aussi il s'est déjà battu en 1v1 contre Apocalypse qui, vous le verrez dans l'iceberg, est littéralement un des mutants les plus violents et les plus dangereux de tout l'iceberg. Et en plus de ça, mais vous le savez sûrement, son casque le protège de tout contrôle télépathique, ce qui l'immunise complètement au pouvoir de Charles Xavier, qui bien sûr est son plus grand rival. Et pour finir,
Ce qui fait de Magneto un être extrêmement dangereux, c'est aussi son charisme et sa capacité à fédérer des mutants autour de lui. Ça le rend extrêmement dangereux puisqu'il est capable de facilement convaincre n'importe qui et peut donc rallier des personnages extrêmement puissants à sa cause pour mettre en place ses différents plans. Et par exemple, dans la continuité Ultimate, Magneto fera douter Cyclope à tel point que le leader des X-Men finira par rejoindre le maître du magnétisme. Et d'ailleurs, dans cette même continuité Ultimate, Magneto arrivera à contrôler par la pensée une armée entière composée de centaines de sentinelles qu'il utilisera pour exterminer tous les humains présents dans la ville de Washington, jusqu'à ce que bien sûr Charles Xavier intervienne et réussisse à le stopper in extremis, retournant ses pouvoirs contre lui. On est donc largement sur un des mutants les plus dangereux et les plus puissants, qui a prouvé à de nombreuses reprises qu'il était une menace pour la race humaine entière de façon concrète et répétée, alors que pourtant, nous sommes encore seulement dans la première strate de l'iceberg. Et pour ce premier mutant des eaux troubles, on va commencer avec un personnage que vous connaissez probablement pas, mais qui pourtant est déjà extrêmement puissant. C'est un personnage qui apparaîtra à partir de l'ère de Krakoa et qui fait partie de cette nouvelle génération de mutants au pouvoir absolument immense. Car en effet, Lactuca c'est un mutant bien particulier, c'est ce que l'on appelle un Reality Shaper, c'est-à-dire un être capable de manipuler la réalité. Et d'ailleurs, ses pouvoirs sont si immenses qu'on en ignore encore aujourd'hui leurs véritables limites. Et pour être plus précis, en fait, son véritable pouvoir, c'est d'être connecté en permanence avec l'univers lui-même, ce qui fait d'elle un mutant de niveau Oméga. Son don lui permet donc d'avoir une véritable conscience cosmique. Elle peut notamment connaître la position de toute chose dans l'univers et peut être au courant de tout ce qui s'y passe en temps réel. C'est un peu comme un don d'omniscience si vous préférez. Et d'ailleurs, elle est aussi capable de transférer l'ensemble de ses connaissances à quelqu'un du moment qu'elle le regarde dans les yeux. Mais évidemment, en tant que manipulatrice de la réalité, elle a aussi accès à des compétences physiques qui lui permettent notamment d'influencer la réalité en ouvrant ou fermant des failles dimensionnelles par exemple, ou encore bien sûr d'avoir accès à des compétences plus classiques comme la téléportation, le fait de pouvoir agrandir son corps à volonté, de voler, de léviter, de faire de la télékinésie ou encore de la télépathie. Oui, elle a eu de la chance, ils lui ont clairement mis le package complet de tous les pouvoirs stylés, alors que pendant ce temps-là, t'en as leur pouvoir, c'est de vomir de l'acide, franchement c'est un peu injuste. Bon, après ce qui est relou avec elle, c'est que elle considère l'univers lui-même comme son propre père. Et du coup, il n'y a que quand il y a un danger qui concerne l'univers que ça l'intéresse, sinon clairement elle s'en bat les couilles. Pour elle, il faut vraiment que ce soit l'univers entier qui soit menacé, sinon vraiment elle prend pas la peine d'intervenir et globalement elle s'en bat un peu les couilles, même si plusieurs fois elle a quand même aidé un peu les X-Men. Merci à toi. Et d'ailleurs, comme d'autres personnages, comme celui qu'on verra juste après, c'est une des mutantes qui siège du coup au Grand Conseil de Arakko, qui est, si vous voulez, l'espèce de deuxième nation mutant avec Krakoa. On y reviendra juste après. Mais ce que vous devez retenir, c'est que ses pouvoirs de niveau Oméga lui permettent du coup de siéger parmi les boss des boss avec tous les mutants les plus importants. Et justement, continuons avec un autre personnage qui lui aussi fait partie du coup du Grand Conseil d'Arakko et qui d'ailleurs est détentrice de l'un des sièges les plus importants puisque c'est elle qui en réalité a le plus de pouvoir dans ce conseil. Et ce mutant, ce n'est autre que Nameless, soit littéralement en français sans nom, puisque le pouvoir de ce mutant est en fait la modification de l'apparence et l'imitation de pouvoir, mais à un niveau juste parfait. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est aussi un mutant du niveau Oméga, et donc sa limite d'absorption de pouvoir ou de compétence est juste exceptionnelle. Il peut littéralement absorber les pouvoirs d'un autre mutant Oméga et devenir directement aussi puissant que lui. Et ça, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Imaginez que ce mutant rencontre les mutants qu'on verra à la toute fin de l'iceberg par exemple, il peut littéralement copier leur pouvoir quand il veut. Bon, après, évidemment, la seule limite, c'est que, ok, il peut absorber toute la puissance d'un mutant et ses compétences, mais évidemment, il aura jamais l'expérience que le mutant original a avec ses compétences. Et ça d'ailleurs on le verra notamment au moment où Tornade va donc défier Nameless pour prendre sa place en tant que du coup chef d'Arakko. Et justement du coup lorsqu'ils vont se battre tous les deux, même si Tornade va beaucoup galérer, elle finira par le vaincre grâce notamment à l'expérience que elle a avec ses pouvoirs.
Donc mutant extrêmement dangereux mais qui peut être vaincu quand même et qui d'ailleurs préférera mourir plutôt que d'être vaincu. Voilà, on est sur un personnage qui a quand même un ego assez balèze, même si bon, comme d'habitude il suffit d'une petite pirouette scénaristique pour qu'il revienne à la vie, d'autant que dans le run X-Men de l'ère Krakoa, il y a toute une section des X-Men qui sont dédiés uniquement à réanimer et à faire ressusciter tous les gens qui sont morts. Donc voilà, la mort c'est jamais vraiment définitif dans les comics. Vous le verrez plus tard dans la vidéo et vous vous en doutez très certainement, mais évidemment qu'on parlera de Apocalypse, mais avant de parler de ce personnage extrêmement puissant, on va parler d'un de ses fils, un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et parmi la guerre, la conquête et la famine, on va parler bien sûr du plus important, la mort. Alors attention, petite parenthèse, mais évidemment on ne parle pas de la mort, évidemment l'entité cosmique, puisque vous le savez dans Marvel, le concept de mort est personnifié comme une entité cosmique, c'est notamment, vous le savez, l'amoureuse de Deadpool, et là même si on a un personnage qui s'appelle Death en VO, donc littéralement la mort en français, c'est pas du tout le même personnage, vous vous en doutez. Mais ce qui est marrant avec ce personnage, c'est que dans le comics, lui-même du coup se vend comme la vraie mort. Voilà, le mec fait que aura farmé comme un bâtard, mais franchement, il mérite quand même de flexer. Voilà, il a le droit parce que son pouvoir est extrêmement stylé et extrêmement abusé. En gros, c'est évidemment un mutant de niveau Oméga qui possède notamment les yeux de la mort. C'est donc un pouvoir qui lui donne la capacité de projeter une brume via son regard, oui c'est un petit peu bizarre, qui va désintégrer tout ce qu'elle va toucher. Donc en gros pour faire simple, en fait le mec tire de la brume avec ses yeux et si tu touches cette brume, tu meurs. Voilà, il n'y a pas de en mode oui je suis un mutant puissant, j'ai un bouclier, je sais pas quoi. Non, c'est tu la touches, c'est terminé. Donc évidemment vous comprenez qu'on est sur un mutant qui représente un niveau de menace absolument extrême parce qu'il peut être dangereux à n'importe quel moment et surtout il peut être dangereux pour n'importe quel autre mutant. Il n'y a pas de mutants qui sont immunisés à cette capacité. Et ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que même lui n'est même pas immunisé à son propre pouvoir. Ce qui fait que en gros si tu arrives à lui renvoyer son reflet ou que la brume finit je sais pas par rebondir et par lui revenir dans la gueule, et ben ça va lui aussi l'affecter. Alors il est affecté de manière plus limitée et peut pas en mourir. Ce serait un peu con de pouvoir mourir de son propre pouvoir, mais bon, ça s'est déjà vu chez les X-Men. Mais tout de même, il est quand même pas immunisé à son pouvoir et ça peut se retourner contre lui à n'importe quel moment. Et honnêtement, pour un mec qui se fait appeler la mort, je trouve ça un peu con. Bon ok, j'arrête de le trash talk parce que bon, on n'est pas encore au fond de l'iceberg, vous verrez qu'à la fin il y a des persos vraiment beaucoup plus stylés et je sais pas pourquoi lui j'aime bien lui taper dessus, voilà, en plus je trouve qu'il a aucun flow avec sa tête d'Anubis là, franchement c'est vraiment hyper kitsch, mais voilà, je vais quand même finir sur un truc positif. Par contre, il y a un truc qui est un peu stylé, c'est qu'il semble vraiment être immunisé à la mort de manière naturelle, puisqu'il a actuellement 4600 ans, donc dans le comics on ne dit jamais clairement qu'il est immunisé à la mort, mais en tout cas ça semble pas l'affecter de manière très rapide on va dire. Bon, Jean Grey, vous la connaissez forcément, elle est surpuissante, même si vous allez voir que dans l'iceberg, on peut encore faire mieux, mais il fallait quand même voilà, qu'on passe par Jean Grey, c'est un peu un élément incontournable de la mythologie des mutants. Parce que Jean Grey, vous le savez sûrement, mais c'est la télépathe la plus puissante de la planète. Et en plus de ça, bien sûr, elle possède aussi la force phénix, ce qui lui donne une puissance complètement démesurée. Et évidemment, la seule raison pour laquelle elle n'est pas au fin fond de l'iceberg avec les autres personnages les plus puissants, parce que on est d'accord qu'il y a des personnages qui vont venir après qui sont moins forts que Jean Grey, mais comme elle est hyper connue et que évidemment vous aimez bien découvrir des nouveaux trucs, je l'ai mise là parce que il y a aussi un autre truc à prendre en compte, c'est que elle ne maîtrise jamais pleinement le pouvoir de la force phénix. C'est seulement un avatar ou un vecteur de la force phénix et donc on peut pas lui attribuer tout le pouvoir ou l'importance cosmique de la force phénix en elle-même. Même si on s'entend, Jean Grey, même avec une fraction de la force phénix, elle éteint 90% des mutants qui sont dans l'iceberg, mais ça bon, je pense que vous le savez quand même. Et le but c'est aussi de rendre la vidéo intéressante, le watch time, etc. Vous comprenez. Parce que pour rappel quand même, la force phénix c'est une puissance qui représente la force universelle de la vie, c'est littéralement le nœud, la concentration même de toute l'énergie cosmique qui existe, a existé ou existera dans le futur, et ce à travers tous les multivers. Parce que oui, la force phénix, elle n'est pas limitée à un seul multivers ou à un seul cosmos, puisque c'est notamment la force phénix qui va venir détruire les univers pour qu'ils soient ensuite reconstruits de manière différente. La force phénix, si vous voulez, c'est un peu la représentation du cycle de la vie, elle détruit pour mieux reconstruire, d'où le fait que ce soit un phénix finalement. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que la force phénix, c'est vraiment une des entités les plus importantes de tout le multivers. Et évidemment, qui dit entité importante,
importante dit puissance quasiment illimitée, et donc contrôler la force phénix, c'est vraiment un exploit qui place n'importe quel personnage qui peut le faire à une échelle vraiment incomparable comparée à tous les autres personnages non cosmiques. Même si évidemment, vous vous en doutez, du coup Jean Grey, elle peut utiliser qu'une infime fraction de la force phénix parce qu'elle est absolument incapable de détruire des cosmos entiers comme l'a fait la force phénix, mais ça reste du coup quand même avec une infime fraction de cette puissance, un des personnages les plus puissants de tout l'univers Marvel. Il y a qu'à voir notamment quand Jean Grey perd le contrôle de la force phénix et qu'elle devient donc le phénix noir, là très honnêtement c'est très vite la galère. Bon, et au-delà de ça, hein, sans parler de la force phénix ou encore de la chambre blanche dont on a déjà parlé dans plusieurs vidéos, Jean Grey reste littéralement la télépathe la plus puissante de l'univers Marvel, et ce sans la force phénix. Elle est capable d'exploits absolument incroyables, comme notamment le fait que ses pouvoirs lui permettent de passer à travers des barrières ou des boucliers magiques qui sont censés pourtant être impénétrables. Elle peut par exemple utiliser ses pouvoirs sur le fléau alors que son casque, vous le savez, est censé le protéger de toute attaque psychique, et même Charles Xavier n'arrive pas à passer à travers, donc ça montre quand même que c'est un véritable exploit. Et en plus de ça, elle fait aussi évidemment de la télékinésie, donc elle peut faire bouger des objets par la pensée. Elle peut aussi créer des explosions d'énergie ou directement manipuler la réalité en créant des petites failles dimensionnelles par exemple. Et je vous le mentionne quand même pour que vous compreniez quand même à quel point Jean Grey est extrêmement puissante, même si pour le coup là elle était aidée de la force phénix. Elle a une fois réussi à modifier tous les atomes de l'univers seulement par la pensée. Voilà, ça vous donne quand même le niveau du perso. Non mais je pré-shot, hein, c'est pour vous montrer que je sais qu'elle est extrêmement puissante, c'est littéralement un des personnages Marvel les plus puissants, je le sais très bien, mais voilà, un peu de suspense, je voulais mettre des persos qu'on connaît moins au fond de l'iceberg, comme ça vous profitez de la vidéo jusqu'au bout, d'accord? Non mais je préviens parce que je sais qu'on va me le dire en commentaire, j'aurai forcément au moins un mec en commentaire, ça va être, voilà, c'est au moins un, j'en suis sûr, je peux prendre le pari avec vous maintenant. Et d'ailleurs j'en profite, si jamais une vidéo plus détaillée sur Jean Grey, du coup, sur la force phénix, sur la chambre blanche, vous intéresse plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bienvenue à tous dans cette avant-dernière strate de l'iceberg, bienvenue dans les eaux profondes. Et pour ce premier mutant des eaux profondes, on va parler de Robbie Drake, alias Iceman, un mutant de niveau Oméga que vous connaissez forcément. Et même si je suis sûr que vous connaissez tous ce personnage, ce qu'on sait moins par contre, c'est que c'est réellement un des mutants les plus puissants parmi tous les X-Men, parce que évidemment, son pouvoir ne s'arrête pas à juste faire de la glace. Et avant de rentrer dans le détail de la puissance de son pouvoir, on va quand même parler justement un peu de ce pouvoir plus en détail, parce que effectivement, vous le savez, son pouvoir de base c'est donc de pouvoir abaisser sa température corporelle, parce que en effet, toute sa peau, tous ses tissus et même son cerveau sont complètement immunisés au changement de température, et donc sont immunisés aux températures négatives, ce qui lui permet déjà de survivre dans des températures extrêmes. Mais bien sûr, ça lui permet aussi de diffuser ces températures au-delà de son propre corps, et donc de générer de la glace. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout son corps est recouvert d'une fine couche de glace. C'est parce que son vrai pouvoir, c'est pas seulement de générer de la glace, c'est surtout de pouvoir abaisser sa température corporelle. Et justement, cet abaissement de la température vient d'abord de son corps. Il se transmet donc par sa peau, et c'est pour ça que la première chose qui refroidit, eh bien c'est sa peau, et donc elle finit par se changer en glace. Et évidemment, en plus de ça, il peut aussi générer de la glace et un contrôle total et absolu sur la glace qu'il peut complètement contrôler de manière illimitée. Il peut littéralement tout congeler tant son pouvoir est puissant, que ce soit par exemple de la lumière ou même du feu. Oui, le mec a congelé du feu, qu'est-ce que tu vas faire? Et mieux que ça, il a même congelé le feu des enfers, donc on est vraiment sur un contrôle de la glace complètement absolu. Qui d'ailleurs est un peu con puisque l'une des caractéristiques du feu de l'enfer, c'est que c'est un feu qui ne peut pas s'éteindre. Voilà, et lui il réussit à le congeler. Alors certes il est congelé, il n'est pas vraiment éteint, mais je trouve ça quand même un peu bizarre. Et plus sérieusement, ce qu'il faut aussi savoir sur le froid, c'est que d'un point de vue scientifique, le froid c'est avant tout l'absence de mouvement. Contrairement au chaud par exemple, où plus il va faire chaud, plus les molécules vont être excitées et vont donc bouger rapidement. Et bien pour le froid c'est l'inverse, et plus il va faire froid, moins les molécules vont bouger. Et vous le savez sûrement, mais justement, le zéro absolu c'est donc le point théorique le plus froid possible dans l'univers, où les molécules atteignent un état d'immobilité
l'immobilité parfaite, un état dans lequel les molécules ne bougent plus du tout. Et Iceman, lui, il peut tout à fait contrôler le froid autour de lui pour atteindre le zéro absolu. Et donc théoriquement, il peut faire cesser tout mouvement d'un point de vue moléculaire tout autour de lui. Et l'absence de mouvement, bien sûr, ça signifie la mort de n'importe quel organisme vivant. Et donc théoriquement, il peut littéralement tuer n'importe qui avec son pouvoir. Et même si dans les comics on va le voir faire des choses similaires en congelant par exemple les fluides de ses ennemis pour stopper par exemple leur circulation sanguine, et bien par contre on le verra jamais utiliser le zéro absolu pour tuer un ennemi instantanément, et c'est peut-être dû à un manque d'expérience. Et d'ailleurs ce qu'il faut aussi savoir sur Iceman, c'est que en plus de son contrôle total sur la glace, et bien il peut aussi contrôler l'eau, ce qui lui permet par exemple de voyager à travers de l'eau, de l'absorber pour se renforcer, ou encore par exemple de pouvoir guérir ses blessures grâce à l'eau qu'il va trouver autour de lui. Donc Iceman, même si c'est souvent un personnage qui va être secondaire, qui a parfois le rôle du comique de l'équipe, c'est un personnage qui pourtant est extrêmement puissant et qui a vraiment un des plus grands potentiels parmi tous les mutants de niveau Oméga. Parce que oui, Iceman dans les comics ça reste un personnage qui est relativement jeune et qui donc n'a pas l'expérience que peut avoir Tornade par exemple avec des pouvoirs aussi extrêmement puissants. Mais là on parle quand même d'un personnage qui est capable de instant kill n'importe quel adversaire, qui peut geler les flammes de l'enfer, donc il y a vraiment un potentiel absolument énorme. Et en plus de ça on va pas se mentir, mais contrôler la glace c'est extrêmement cool. Proteus, c'est un mutant que vous connaissez peut-être pas, mais qui pourtant est le fils d'un personnage extrêmement important dans l'univers des mutants, Moira MacTarget, qui est une experte dans le domaine des mutants de niveau Oméga. Et évidemment, le destin fait bien les choses, puisque son propre fils, Kevin MacTarget, deviendra lui un mutant de niveau Oméga. Et pour le coup, là, on est vraiment sur le top tiers des mutants de niveau Oméga, parce que son pouvoir, c'est littéralement la manipulation de la réalité. Voilà, le mec n'a pas le temps. Et plus précisément, en fait, il peut manipuler la réalité via des ondes psioniques que va émettre son cerveau, c'est-à-dire finalement grâce à une sorte de télékinésie. Mais par contre, la limite de son pouvoir, c'est qu'en fait, cette manipulation de la réalité ne va être possible que dans une bulle qu'il va créer tout autour de lui et dans laquelle il pourra vraiment manipuler la réalité à sa guise, mais par contre, tout ce qui est à l'extérieur de la bulle ne va pas être affecté. C'est un peu, si vous voulez, une version ultra améliorée de Trafalgar Law dans One Piece pour ceux qui ont la ref. Et même si c'est vrai que du coup son pouvoir va se limiter à cette sorte de bulle, il peut quand même l'éteindre de manière assez conséquente pour englober par exemple des dizaines d'ennemis en même temps, donc même si c'est limité, ça reste quand même extrêmement puissant. Et en plus de ça, les auteurs ont été plutôt généreux parce qu'ils lui ont mis le package complet de tous les pouvoirs qui vont avec. Donc ils lui ont quand même filé des compétences un peu annexes comme la télékinésie, la télépathie, la manipulation de l'énergie, le fait de pouvoir se téléporter n'importe où dans l'univers et même au travers du multivers, ou le fait qu'il peut par exemple aussi générer des champs de force extrêmement puissants, ou encore terraformer des planètes parce qu'on l'a notamment vu rendre la surface de Mars habitable parce qu'elle était du coup totalement radioactive, et lui seulement par la pensée il a réussi à rendre Mars habitable. Donc on est quand même sur un personnage extrêmement puissant. Et en plus de tous ses pouvoirs, il a aussi un avantage qui est vraiment considérable, c'est le fait qu'il est complètement immunisé à tout contrôle télépathique. Voilà, donc on peut pas retourner son pouvoir contre lui par exemple, et même des personnages extrêmement puissants aussi comme Jean Grey par exemple n'ont aucun effet sur lui, vraiment il a juste trop de chance. Bon, après trop de chance, je pense que j'abuse un peu parce que il y a quand même une contrepartie à ses pouvoirs qui est quand même un petit peu relou, puisque en effet sa seule vraie limite c'est que Proteus, un peu comme son nom l'indique finalement, a tellement de pouvoirs psioniques en lui que chaque enveloppe corporelle, chaque enveloppe humaine si vous préférez, va finir par se dégrader extrêmement rapidement. Et là où un humain peut vivre en moyenne 90 ans, eh bien lui il peut vivre quelques années. Voilà, au maximum, et ça c'est pas ouf. Heureusement pour lui, il peut quand même survivre sous une forme protoplasmique, qui est en fait une espèce de forme psychique, mais par contre pour utiliser tous ses pouvoirs et vivre correctement, il a besoin d'une nouvelle enveloppe humaine, et donc il doit changer de corps comme ça assez régulièrement. Ce qui fait que, petit truc un peu relou, il doit tuer des gens pour pouvoir récupérer leur corps afin de vivre à l'intérieur. Voilà, la contrepartie est un peu nulle, mais les pouvoirs sont stylés. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que sa puissance va dépendre de l'enveloppe dans laquelle il est, donc s'il est dans un corps qui est extrêmement puissant, que ce soit physiquement par exemple ou psychiquement, eh bien ses pouvoirs seront décuplés, et au contraire s'il est dans un corps qui est un peu nul, un peu basique, eh bien ses pouvoirs vont être plutôt restreints. Et par exemple du coup dans les comics de l'ère Krakoa, eh bien Proteus va récupérer le corps finalement de Charles Xavier qui avait été cloné, enfin c'est un peu compliqué mais en gros il va atterrir dans le corps de Charles Xavier. Et là forcément ça va lui permettre d'utiliser ses pouvoirs de manière quasiment illimitée, ce qui va faire de lui un mutant extrêmement redoutable.
Quentin Quire, c'est un personnage qui est très important du coup dans l'ère moderne des X-Men, que vous connaissez d'ailleurs peut-être, et qui en plus d'être extrêmement puissant évidemment, est assez intéressant parce que pour le coup, eh bien c'est un véritable connard, voilà. C'est un personnage qui est moralement ambigu, qui est toujours, en général, du côté des gentils, mais qui franchement est hyper toxique, et bien souvent il se comporte vraiment comme une merde, et c'est un perso qui est donc assez ambigu, et franchement, ça change et ça fait plaisir. Voilà, le mec arrête pas de dire à tout le monde qu'il est supérieur. Alors peut-être que c'est vrai parce qu'il est très puissant, mais c'est pas hyper sympa. Parce que oui, pour le coup, très honnêtement, il a quand même de bonnes raisons d'être arrogant et de se sentir supérieur, puisque c'est littéralement, après Jean Grey évidemment, l'un des télépathes les plus puissants de l'univers. Et pas de la planète, vraiment de l'univers. Et là vous allez sûrement penser que j'abuse, mais non, j'abuse littéralement pas, car lui aussi par exemple il a été un avatar de la Force Phénix, et il est même dit d'ailleurs qu'il est censé être l'avatar final de la Force Phénix, parce que oui, contrairement à Jean Grey, lui c'est encore un enfant, donc son potentiel est encore énorme, et son pouvoir n'a pas encore atteint son apogée. Et déjà, alors même qu'il est encore un enfant, ses capacités de télépathie rivalisent avec des personnages extrêmement puissants comme Jean Grey, Emma Frost ou encore Charles Xavier. Et je vais pas m'étendre sur lui parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, mais on est quand même sur un personnage qui va réussir à attaquer psychiquement la Force Phénix elle-même. Rendez-vous compte quand même du délire, le mec attaque la Force Phénix, il n'en a rien à foutre. Et d'ailleurs aussi grâce à ses pouvoirs, il va réussir à ouvrir un accès vers la White Hot Room qui est finalement le cœur du Phénix. C'est un lieu qui est complètement en dehors du multivers lui-même et qui représente littéralement le cœur de l'existence, le cœur de toute vie dans l'univers. Et lui, il va réussir à y accéder pour permettre notamment à Thor de se battre contre la Force Phénix. Bon, évidemment, Thor, il va se faire casser la gueule, mais Quentin, lui, il va réussir aussi à accéder à la Chambre Blanche et va réussir à aller négocier avec le Phénix. On est quand même sur un mec qui a une sacrée paire de couilles. La Force Phénix qui, pour rappel, peut, si elle en a envie, littéralement détruire un cosmos entier, donc littéralement détruire un multivers entier. Et t'as un gamin de 15 ans qui va négocier avec elle, vraiment, ça n'a absolument aucun sens. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent très bien l'univers Marvel, vous connaissez très probablement les Shi'ar, qui sont en fait une race d'extraterrestres très importante dans l'univers Marvel, puisque c'est l'une des civilisations les plus avancées de tout le multivers. Et même eux, malgré toute leur puissance, malgré le fait que ce soit l'une des civilisations les plus avancées, ils vont considérer Quentin Quire comme leur dieu au moment où ce dernier va acquérir la puissance de la Force Phénix. Et on est quand même sur un gamin de 10 ans qui est considéré comme un dieu par l'empire le plus puissant de tout le multivers. J'espère quand même que vous êtes satisfait du niveau de puissance que je propose dans la vidéo. Ah, vous êtes venu pour de la puissance, vous en avez. Je pense que ça mérite même un petit abonnement, mais après je dis ça, je dis rien. De son vrai nom, Ensaba Noor, il est plus connu sous le nom d'Apocalypse. Et clairement, on a là affaire à l'un des mutants les plus puissants de l'univers Marvel. Et je sais que je le dis à chaque fois, mais pour le coup là c'est différent, puisque en plus d'être l'un des mutants les plus puissants, c'est surtout l'un des mutants les plus redoutables et les plus sanguinaires de l'univers Marvel. Parce que Apocalypse est très particulier, il n'a qu'un seul but, un but qui est très clair. Il veut littéralement asservir toute l'humanité et dominer tous ceux qui croiseront son chemin. Parce que oui, dans les comics, c'est très différent de ce que vous avez pu voir dans le film X-Men Apocalypse, parce que c'est un perso qui est vraiment juste beaucoup trop puissant. Déjà, en plus d'être de base un mutant de niveau Oméga, il fait aussi partie d'une sous-race de mutants que l'on appelle les externes, et cette physionomie différente lui permet ainsi d'être immortel. Sauf que c'est pas fini, puisque en plus de ça, en plus d'être immortel, en plus d'être un mutant de niveau Oméga, il va aussi être recruté par les Célestes eux-mêmes, qui vont perfectionner son corps au maximum en mélangeant une technologie organique à leur technologie céleste, ce qui va rendre Apocalypse extrêmement résistant et littéralement intuable. Et déjà qu'il pouvait pas mourir de cause naturelle, maintenant, plus personne ne peut le tuer. Et d'ailleurs, les Célestes vont faire de lui un gardien de la Terre, c'est-à-dire quelqu'un chargé de surveiller que l'espèce humaine évolue correctement. Et donc au fur et à mesure des siècles, Apocalypse va veiller sur l'humanité. Et là, vous avez pas vu, mais quand j'ai dit veiller, j'ai fait des petits guillemets avec les doigts parce que il a une conception très particulière de veiller sur l'humanité. En fait, pour lui, plus il tabasse les humains, plus ils vont devenir forts. Bon alors, effectivement, théoriquement, ça peut peut-être marcher, mais c'est pas vraiment hyper pédagogique. Oui, c'est littéralement le pompier pyromane, il arrive, il te construit un empire, puis il te casse la gueule, mais au moins voilà, les enfants après sont encore plus forts. Écoutez, je vous laisse libre juge de cette morale dans les commentaires.
Et concernant ses pouvoirs, c'est un peu particulier puisque, comme je vous l'ai dit, il fait partie d'une sous-espèce de mutante que l'on appelle les externes, et ça lui permet donc d'avoir de base des pouvoirs extrêmement puissants, comme par exemple l'accès à l'immortalité. Mais en ce qui le concerne, lui, sa mutation originelle, elle est vraiment extrêmement particulière, puisque son vrai pouvoir à la base, c'est de pouvoir contrôler sa propre structure atomique. Bon, alors dit comme ça, c'est vrai que c'est pas fou, et c'est vrai que d'ailleurs c'est pas absolument incroyable, mais le fait justement qu'il puisse contrôler son corps au niveau atomique, ça va le rendre apte à subir des modifications extrêmement poussées, et c'est donc pour ça que les Célestes vont s'intéresser à lui, c'est parce que son corps est capable d'assimiler n'importe quelle modification, puisque de toute manière il peut ensuite le restructurer comme il veut pour ne pas mourir. Et c'est donc pour ça que les Célestes vont faire un maximum d'expérience sur lui pour le rendre extrêmement puissant, à base notamment d'un virus techno-organique qu'ils vont mettre directement dans son corps, ou encore de l'utilisation de la technologie directement des Célestes pour le rendre vraiment extrêmement puissant. Mais en plus de ça, parce que oui, c'est pas fini, au fil du temps il va aussi acquérir de nombreux pouvoirs qu'il va voler à d'autres mutants, comme le fait de pouvoir se métamorphoser, de pouvoir modifier sa taille, de pouvoir se régénérer quasiment instantanément, de pouvoir voler, de pouvoir se déplacer hyper vite, de pouvoir créer des décharges d'énergie et globalement de manipuler l'énergie sous toutes ses formes. Et en plus de ça, il manipule aussi évidemment tout le package de télépathie, télékinésie. Globalement, vous me mettez tout, on triera après, puisque en effet, au terme de sa longue vie, à chaque fois qu'il va se régénérer, il va capter le pouvoir du corps dans lequel il se régénère, et donc finalement, il va finir par accumuler tous les pouvoirs mutants possibles et imaginables, ce qui fait qu'il est de plus en plus puissant. Et en plus de ça, comme si c'était pas suffisant, il peut aussi faire de la magie, c'est aussi un sorcier assez puissant. Il utilisera notamment un sort pour manipuler Vulcain, qui, sans vous spoiler, est l'un des mutants les plus puissants. Alors je dis souvent ça, mais là vous le verrez, il est tout à la fin de l'iceberg, donc vraiment on a affaire à un mec extrêmement dangereux. Et pour finir, vraiment le seul truc que je voulais que vous compreniez bien, c'est que on est très loin du perso que vous avez vu dans le film X-Men Apocalypse, qui déjà en vrai était plutôt puissant, mais là, dans les comics, vraiment Apocalypse, c'est littéralement le boss final des mutants. C'est vraiment le méchant le plus méchant de tous les méchants finalement. Non, sans déconner, je vous conseille les comics X-Men l'ère d'Apocalypse, c'est vraiment des très bons comics, c'est vraiment une période qui est très cool, et ça vous montre bien vraiment à quel point Apocalypse est puissant, et surtout ça représente une espèce de boss final, et ça j'aimais beaucoup du coup dans les comics X-Men. Et pour ce premier personnage des Abysses, à la base, je voulais vous parler de Légion, le fils surpuissant de Charles Xavier, mais j'ai fait une vidéo sur lui il y a pas longtemps, donc je me suis dit que ça va être un peu redite et donc je l'ai remplacé par un autre mutant. Même si évidemment, Légion de par sa puissance aurait totalement sa place dans les abysses de cet iceberg. Mais si jamais vous voulez en découvrir plus sur le fils caché de Charles Xavier, eh bien je vous invite à aller voir ma vidéo sur Légion. Mais du coup pour cette section, il va être remplacé par un autre mutant qui d'ailleurs ne fait pas vraiment partie de la mythologie des X-Men, mais plutôt de celle des 4 Fantastiques, et je parle évidemment de Clyde Weinheim Jr., alias le Marquis de la Mort. Et si vous vous souvenez bien d'ailleurs, j'ai déjà parlé quelques fois sur la chaîne de ce mystérieux personnage, mais j'avais envie encore une fois d'en parler parce que je trouve que c'est littéralement un des personnages les plus sous-cotés de tout Marvel, tant sa puissance est juste phénoménale. Parce que oui, on a là ni plus ni moins que le maître de Fatalis en personne. C'est ce mec qui a fait de Dr Doom le psychopathe que l'on connaît aujourd'hui. Mais là je vais un peu vite en besogne, revenons un peu en arrière. Déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le Marquis de la Mort, c'est un mutant évidemment de niveau Oméga qui possède une mutation extrêmement particulière, puisqu'elle lui permet tout simplement de manipuler la réalité. Et surtout, cette manipulation de la réalité, elle est très spéciale, parce qu'il peut la faire à une échelle multiverselle. Parce que oui, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il veut pas seulement conquérir la Terre ou conquérir un univers. Non, lui ce qu'il veut c'est conquérir tout le multivers. Et bien sûr, ses pouvoirs lui permettent donc de voyager à travers les différentes terres du multivers pour les conquérir une par une. Et ce voyage au travers du multivers
lui a permis au cours de sa longue vie d'acquérir des pouvoirs extrêmement divers, en prenant notamment le meilleur de ce qu'il trouvait sur les différentes terres du multivers. On a là un personnage qui a une expérience en termes de pouvoir absolument inégalée. Il a passé si longtemps à maîtriser ses pouvoirs qu'aujourd'hui on dirait qu'il a la puissance d'un dieu. Et quand je vous dis qu'il a passé longtemps à maîtriser ses pouvoirs, il a passé littéralement 1 milliard d'années de son existence immortelle à travailler sur ses pouvoirs, notamment sur leur impact sur l'espace et le temps, afin d'en devenir le maître absolu. Et justement, au fur et à mesure de son parcours, il va repérer un être plein de potentiel, à savoir le docteur Fatalis, et ainsi il fera de ce dernier son apprenti. Et le Marquis de la Mort, c'est quand même un personnage extrêmement sympa, puisqu'en fait il va donner des pouvoirs extrêmement abusés à Fatalis pour le laisser conquérir sa terre, pour qu'il s'entraîne, un peu comme les profs, vous savez, qui laissent travailler les élèves en autonomie. Là c'est un peu pareil, lui il va repartir de son côté, sauf que des années plus tard il va donc revenir sur Terre pour voir justement comment Fatalis a évolué, et ce qu'il va voir, ça va pas vraiment lui plaire. Parce que oui, quand il va revenir sur Terre, il va donc s'apercevoir que Fatalis, déjà il a pas conquis la Terre, il a juste conquis un petit royaume, et en plus de ça, il est en difficulté face aux 4 fantastiques. Sauf que je vous ai dit, au Marquis de la Mort, son truc c'est plutôt contrôler l'intégralité d'un univers, donc un royaume aussi gros que Monaco, ça va un peu le vénère, ça va même le vénère à tel point qu'il va littéralement one-shot Fatalis. Et ça, en vrai, quand on y pense, c'est juste effrayant. On a un personnage qui est capable de one-shot le docteur Fatalis. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Et en plus de ça, quand il va comprendre que Fatalis s'est fait à de multiples fois humilié par les 4 fantastiques, il va littéralement péter un câble et va directement aller torturer les 4 fantastiques, en forçant notamment la chose à assister en boucle au meurtre de sa tante. Il va aussi forcer la torche à regarder à l'infini sa sœur se faire tuer devant lui. Et pour Monsieur Fantastique, il va lui imposer des dilemmes absolument horribles, comme le fait de choisir entre sauver le monde et sauver son fils, et d'autres trucs du style absolument horribles. Bon, heureusement pour les 4 fantastiques, le scénariste était vraiment de leur côté, et du coup grâce à une espèce de pirouette scénaristique temporelle à base du Marquis de la Mort du passé qui était pas encore devenu méchant, ils vont quand même réussir du coup à l'arrêter. Mais honnêtement l'explication elle est vraiment hyper bancale dans le comics. En plus franchement dans le comics ça part complètement en couille, la fin elle est hyper floue, on comprend vraiment pas grand chose. On sent que Jonathan Hickman, le scénariste donc, il avait fait un perso tellement puissant qu'il savait plus du tout quoi en faire, et ça lui est un peu retombé dessus finalement. Mais au moins ça vous montre à quel point le perso est fort, tellement fort que même le scénariste ne sait plus quoi en faire. Et pour conclure sur ce personnage juste terrifiant, et pour que vous compreniez vraiment à quel point c'est parti en couille niveau puissance, on est sur un personnage qui est donc capable de contrôler des univers entiers, et pour contrôler des univers justement, il va avoir besoin de donc déléguer ses pouvoirs quand même, parce que sinon c'est trop compliqué, et pour ça, il va littéralement créer lui-même des entités cosmiques du calibre de Éternité. Voilà, il y a quand même plusieurs univers où c'est lui qui a créé Éternité dans le nouveau cosmos. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir à sa table finalement? Bon, en réalité oui, parce que lui, il a quand même déjà été vaincu, puisque en effet, sa plus grande faiblesse, c'est le fait que son pouvoir dépende d'un de ses choix qu'il doit faire dans le passé, et en remontant le temps et en le convainquant finalement de pas devenir le plus gros connard du multivers, il y a quand même moyen de l'arrêter, même si c'est un peu de la couille. Mais par contre, du coup, dans les timelines où il va apparaître, là, c'est clairement lui le mutant le plus puissant. Vous connaissez forcément Cyclope ainsi que son frère Havok, qui sont tous les deux des mutants extrêmement puissants certes, mais aussi des membres des X-Men. Mais est-ce que vous saviez par contre que la famille Summers était complétée d'un 3e frère qui a longtemps été caché? Et ce frère, c'est Gabriel Summers, a.k.a. Vulcain, qui honnêtement, s'il n'est pas le mutant le plus puissant, est largement le mutant le plus destructeur. Et lui, sa mutation, un petit peu comme ses frères, va être liée à l'énergie. Et en fait, c'est assez simple. Il a tout simplement un contrôle total, absolu et illimité sur l'énergie. Donc pour être plus précis, il peut littéralement absorber de l'énergie en quantité infinie, générer de l'énergie en quantité infinie, mais aussi manipuler toute l'énergie qui se trouve autour de lui. Et peut-être que ok, c'est pas forcément le mutant le plus puissant parce que c'est très dur à évaluer, mais en termes d'aptitude au combat, c'est largement lui le mutant le plus dangereux. Parce qu'en fait en 1v1, il y a littéralement aucun personnage qui peut le taper. On est sur un personnage qui se bat pas contre Magneto ou je sais pas quoi, on est sur un personnage qui se 1v1 contre Adam Warlock.
Et d'ailleurs, peut-être que vous le savez pas, mais Adam Warlock dans les comics, il est fondamentalement différent de sa version du MCU. C'est un personnage extrêmement puissant, c'est un personnage cosmique qui a pour méchant principal Thanos. Adam Warlock dans les comics, c'est pas un personnage normal, c'est littéralement le boss final de tous les super-héros. Je rappelle que son némésis quand même, c'est juste Thanos. Je vous rappelle aussi que dans les comics à la base, le gant de l'infini, il est fait pour Adam Warlock. Et Vulcain, lui, c'est un personnage qui n'a absolument aucun pouvoir cosmique, c'est un simple humain avec une mutation. Et sur Vulcain, il y a aussi un truc qui est complètement abusé, c'est le fait qu'il possède un autre pouvoir qui sort certes un peu de nulle part, mais qui le rend extrêmement dangereux. Parce que Vulcain, il peut tout simplement supprimer les pouvoirs de ses adversaires. Voilà. Et d'ailleurs, il peut leur supprimer leurs pouvoirs, que ce soit des mutants ou non. Alors comment ça fonctionne exactement? En fait c'est plutôt simple, il va tout simplement manipuler l'énergie dans le corps de ses adversaires pour surcharger leurs pouvoirs, ce qui va donc les annuler temporairement. Voilà déjà que le mec peut 1v1 n'importe qui, en plus de ça quand tu te bats contre lui tu dois le faire sans tes pouvoirs donc c'est très vite compliqué. Bon, et niveau origine, vous allez me dire d'où est-ce qu'il sort, d'où est-ce qu'il y a un personnage aussi puissant qui sort de nulle part, ça n'a aucun sens. Et non, parce que en fait les parents de Cyclope eurent en secret du coup un dernier enfant, parce que tenez-vous bien, lorsque les parents de Cyclope ont été kidnappés, et bien en fait ils ont été kidnappés par des extraterrestres chiards qui les ont emmenés dans l'espace pour voler leur bébé. Alors oui, effectivement, je viens de hurler ça dans mon appartement, je pense que tous mes voisins me prennent pour un complotiste, mais plus sérieusement du coup Gabriel Summer va donc grandir au sein de l'Empire Shi'ar et va donc bénéficier d'un environnement extrêmement particulier qui va certes le traumatiser à vie, mais qui va le rendre extrêmement puissant et surtout qui va faire de lui un véritable génie de la tactique militaire, puisque Vulcain, c'est un personnage qui va être capable de mener une guerre galactique, de mener des armées, etc. C'est un véritable leader comme son frère Cyclope, sauf que lui, c'est pas une armée de mutants qu'il va diriger, mais littéralement une armée intergalactique. D'autant que cette guerre, il va pas la faire contre n'importe qui, il va faire la guerre contre l'Empire des Kree, qui sont littéralement une des races les plus puissantes et les plus importantes de l'univers Marvel. Et ça justement, c'est l'événement Battle of the King. Oui, le mec fait partie d'un événement Marvel qui s'appelle la Guerre des Rois. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'on peut faire plus badass que ça? Je pense pas. Et le mec a littéralement pas le temps puisque en plus de faire la guerre aux Kree, il va aussi faire la guerre aux Inhumains qui sont menés par Flèche Noire qui est extrêmement puissant, il n'y a pas de ralentir chez lui, le mec est complètement fou. Et alors là vous allez me dire mais pourquoi s'il est si puissant que ça, c'est pas le dernier mutant de la vidéo? Parce que déjà il n'y a pas d'ordre, comme je l'ai dit plusieurs fois, ça c'est vraiment un super argument. Mais surtout, il va quand même être vaincu. Bon, en vrai, il a pas vraiment été vaincu, c'est juste qu'à un moment donné, la guerre elle va aller tellement loin que Flèche Noire, le roi des Inhumains, il va lui dire « Ok, viens, on règle ça en 1v1 comme des hommes ». Et Vulcain, évidemment, comme c'est le Sigma originel, eh bien, il va accepter ce combat en 1 contre 1. Et le résultat, il sera très simple. Ils vont tous les deux s'entretuer, ce qui va littéralement créer une fissure dans l'espace-temps. Voilà, on est sur un personnage qui est si puissant que quand il meurt, ça crée une faille dans l'espace-temps en fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, vous l'aurez compris, je suis un peu un fanboy de Vulcain, je trouve déjà qu'il a un flow absolument inégalable, et en plus, j'aime trop comment le personnage est écrit vraiment, il prend toujours la décision la plus violente possible, j'aime beaucoup la DA, vraiment à chaque fois il prend la décision la moins sensée possible, qui va vraiment résulter dans le plus de destruction possible, et je vous avoue que je trouve ça plutôt incroyable. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur ce personnage, eh bien je vous invite à lire le comics X-Men Empereur Vulcain qui est en 5 numéros, et c'est très cool et ça donne surtout un bon aperçu du personnage. Et pour finir cet iceberg en beauté, il fallait évidemment que l'on parle d'un des mutants les plus importants de toute la mythologie X-Men. Je parle évidemment de Hope Summers. Alors qu'on soit clair, franchement, je sais pas si c'est elle, le mutant le plus puissant de l'univers Marvel. Et franchement, je m'en fous un peu complètement. Je la mets à la fin parce que tout simplement, Hope Summers, c'est vraiment la GOAT absolue. Et franchement, je sais que parmi vous, il y en a sûrement qui la connaissent pas, mais vous allez voir, elle mérite largement sa place au fond de l'iceberg puisque c'est vraiment un mutant absolument incroyable. Et en plus de ça, c'est un personnage extrêmement bien écrit. Et pour ceux qui la connaissent pas justement, vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce qu'elle est si importante? Eh bien tout simplement parce que Hope Summers, c'est littéralement le Messi des mutants. Et Messi, c'est Messi avec un E à la fin, c'est pas Messi le joueur de foot, même si finalement la comparaison marcherait aussi. Mais plus sérieusement du coup, avant de parler de ses pouvoirs, j'avais envie quand même de vous raconter très brièvement son histoire pour que vous compreniez bien d'où vient le personnage.
Et du coup, tout commence avec l'événement House of M que vous connaissez très certainement. C'est l'événement où la sorcière rouge, Wanda Maximoff, va prononcer sa célèbre phrase « No more mutants », ce qui va créer une réalité parallèle où les mutants ont complètement disparu. Sauf qu'une fois que tous ces changements vont être annulés, que la réalité va reprendre son cours normal, les X-Men, eux, vont vite se rendre compte que plus aucun nouveau mutant n'apparaît sur Terre. Et Cyclope va donc comprendre une terrible réalité. Il va comprendre que leur race est donc condamnée à disparaître, puisque aucun nouvel enfant mutant ne peut naître. Et alors que tous étaient persuadés que la race mutante allait donc définitivement s'éteindre, une seule et unique nouvelle mutante va pourtant faire son apparition. Et cette mutante, c'est Hope Summers, qui deviendra ainsi, involontairement, le messie de la race mutante. Et bien sûr, dès son apparition, tous les ennemis de la race mutante vont essayer de la tuer, alors qu'elle n'était pourtant encore qu'un nouveau-né. Parce que vous l'aurez donc compris, mais tuer Hope Summers revient donc à tuer l'ensemble de la race mutante. Et les X-Men vont donc accourir pour protéger cet enfant. Et Cyclope devra alors prendre une décision impossible. Il choisira de confier Hope Summers à son fils Cable pour qu'il l'emmène avec lui dans le futur, afin que l'enfant soit protégé. Et justement, une fois que Hope aura grandi et aura donc été formée par Cable, elle reviendra dans le présent pour libérer les mutants de l'extinction. Et si d'ailleurs, vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous invite à lire l'incroyable run X-Men, le complexe du Messie, ainsi que sa suite X-Men, le retour du Messie. Et sans trop vous en dire justement, parce que ce serait dommage d'être spoilé, les événements du complexe du Messie mèneront à l'un des meilleurs crossovers de chez Marvel, à savoir Avengers contre X-Men. Parce que le problème, c'est que Hope Summers, en plus de ses pouvoirs absolument abusés que je détaillerai plus tard, c'est aussi elle qui est destinée à devenir l'hôte du Phénix. Et Cyclope, il se rend bien compte que si on cumule les pouvoirs extraordinaires de Hope avec ceux de la Force Phénix, non seulement la race mutante va renaître, mais en plus, elle sera tout bonnement intouchable. Il deviendrait l'espèce dominante sur la planète. Grâce à Hope, ils deviendraient les souverains de la Terre. Et bien sûr, les Avengers, conscients du danger immense que représente le Phénix, tenteront d'arrêter les X-Men de Cyclope, alors devenus fous. Et tout ça, tout cet affrontement meurtrier entre les deux plus grandes équipes de l'univers Marvel, c'est uniquement dû à la crainte que représente le pouvoir de Hope Summers. Rendez-vous compte de sa puissance, tous les personnages Marvel en ont eu tellement peur que cela déclenche l'un des plus grands affrontements de l'histoire des comics Marvel. On a littéralement tous les super-héros de la planète qui s'unissent contre les X-Men, car ils ont peur que Hope Summers récupère les pouvoirs du Phénix. Ça vous donne quand même une bonne idée de la puissance et du potentiel de Hope Summers. Et le pire, c'est que même sans les pouvoirs du Phénix, sa mutation originelle reste extrêmement puissante. Déjà, rien que de par son retour sur Terre, elle va permettre au gène X de se réveiller, ce qui va permettre de relancer la race mutante sur Terre. Et qu'on soit bien d'accord, c'est sa seule venue qui permet de sauver la race mutante. Et rien que ça, c'est déjà un exploit extraordinaire. Mais ce n'est pas ça son pouvoir, puisque sa vraie mutation consiste à manipuler de manière quasiment absolue les pouvoirs mutants, et ce, sans contrepartie. En fait, le pouvoir principal de Hope lui permet de copier les pouvoirs de tout mutant à proximité et d'en tirer leur plein potentiel. Et contrairement à Malicia par exemple, qui a besoin d'un contact physique qui peut d'ailleurs être mortel pour la personne touchée, Hope, elle n'a besoin de rien si ce n'est que d'être en présence du mutant dont elle veut prendre les pouvoirs. Elle n'a d'ailleurs pas besoin d'apprendre à se servir des pouvoirs, contrairement à d'autres personnages qu'on a vus plus haut dans l'iceberg. Et dès qu'elle récupère un pouvoir, elle sait le maîtriser parfaitement et surtout, elle peut le booster à un potentiel absolument illimité. Elle n'a même pas besoin d'avoir vu comment fonctionne le pouvoir avant, elle peut directement l'utiliser et surtout, elle peut cumuler un nombre illimité de pouvoirs. La seule limite étant que si elle utilise beaucoup de pouvoirs à la fois, elle va finir par se fatiguer. Et quand elle absorbe un pouvoir, ce dernier s'estompe avec le temps ou si elle s'éloigne trop du mutant dont elle vient de prendre le pouvoir. Donc oui, l'utilisation des pouvoirs n'est pas infinie, mais elle peut les garder extrêmement longtemps, surtout si elle est souvent en présence du mutant dont elle veut prendre le pouvoir. Mais en plus d'avoir des effets sur elle, son pouvoir affecte aussi les autres mutants puisqu'elle peut aussi contrôler les mutations des autres. Par exemple, elle peut priver un mutant de ses pouvoirs ou au contraire lui booster ses pouvoirs pour le rendre plus fort.
Oui, on est d'accord, c'est clairement abusé, et en fait, si elle affronte quelqu'un qui est un mutant, il n'a littéralement aucune chance contre elle. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi, on peut dire que c'est quand même une des mutantes les plus puissantes de l'univers Marvel, parce que si elle affronte n'importe quel autre personnage de cet iceberg, elle le gagnerait à coup sûr. Et en plus de ça, au fur et à mesure des comics, on va lui rajouter plein de pouvoirs différents, comme le fait de pouvoir détecter les mutants partout au travers de la planète, un peu comme le Cérébro finalement, ou le fait par exemple de pouvoir donner à des mutants de nouveaux pouvoirs. Pour ceux par exemple qui n'ont pas eu de chance et qui ont eu des ailes de con, bah voilà, ils peuvent avoir de nouveaux pouvoirs grâce à elle. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment incroyable avec ce personnage, c'est que Hope Summers, elle reste extrêmement puissante, même sans pouvoir, car pendant tout l'événement de la guerre du Messie, alors qu'elle n'était qu'une enfant qui n'avait pas encore éveillé sa mutation, elle restait pourtant extrêmement dangereuse, puisqu'elle a été formée par Cable dans le futur, qui lui a appris à survivre dans n'importe quelle condition. Hope Summers, c'est donc une véritable génie de la tactique militaire, c'est aussi une survivaliste hors pair, capable de survivre en toutes circonstances. Elle possède aussi des talents de hackeuse qui lui permettent de démanteler et de reconstruire n'importe quel appareil technologique, puisqu'elle a vécu longtemps dans le futur et que donc la technologie du 21e siècle est rudimentaire pour elle. Et en plus de ça, c'est évidemment une combattante experte qui manie quasiment tous les styles de combat au corps à corps. Bon, et je vais m'arrêter là pour la liste parce que c'est littéralement un personnage extrêmement puissant qui a bien sûr des capacités très variées. Elle est aussi par exemple, pour vous donner une idée, immunisée au Cérébro depuis sa naissance, voilà, on sait pas pourquoi, mais elle est immunisée, c'est cadeau. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un personnage qui est très bien construit, qu'on a vu évoluer de sa naissance jusqu'au personnage qu'elle est aujourd'hui, et en tant que lecteur, c'est extrêmement plaisant de voir autant évoluer un personnage qui pourtant est tiraillé par des dilemmes absolument horribles. Parce que oui, évidemment, l'intérêt du personnage, c'est pas sa puissance, c'est surtout le rôle qu'on va lui attribuer dès sa naissance. Elle, qui n'a rien choisi, va pourtant être considérée comme le messie de toute la race mutante. Sauf que elle n'a jamais rien demandé à personne, elle n'a pas choisi d'être le messie des mutants, elle souhaitait juste vivre une vie normale. Et donc, ça fait d'elle, selon moi, un personnage extrêmement intéressant, puisqu'elle va constamment être tiraillée entre ses ambitions personnelles qui la poussent à chercher une certaine forme de liberté et son devoir d'être le messie des mutants qui lui impose en quelque sorte un combat qu'elle n'a jamais demandé. Et ça, je trouve que ce sera plutôt bien représenté dans le run Avengers vs X-Men, puisque dans ce run, elle ne saura pas dans quel camp se mettre, elle ne saura pas quel camp choisir, puisque d'un côté, les X-Men représentent sa race, mais ces derniers, et surtout Cyclope en vérité, n'ont jamais vraiment été gentils avec elle, n'ont jamais été réellement sa famille, et ne voient en elle qu'un objet dont ils peuvent se servir pour sauver leur race. Alors que les Avengers, eux, même si leur plan pourrait mettre fin à la race des mutants, ils la voient comme une personne à part entière, libre de faire ses propres choix, et c'est ça qu'elle avait toujours demandé. Et en plus de ça, je vous le dis à la fin, comme ça vous êtes contents et il n'y aura pas de débat sur le fait que ce soit elle, la mutante la plus puissante de l'iceberg, mais Hope Summers, c'est le seul personnage qui a réussi à contrôler complètement la force Phénix. Elle a réussi à vaincre un Cyclope qui était devenu complètement fou après avoir récupéré quasiment tout le pouvoir du Phénix et être devenu une forme du Phénix noir. Mais elle réussira à le vaincre et ce sera d'ailleurs la seule qui, en maîtrisant l'entièreté du pouvoir du Phénix, n'a pas sombré dans la folie. Elle a réussi à contrôler tout le pouvoir de la force Phénix et grâce à l'aide de la sorcière rouge, elles ont ensemble détruit la force Phénix, du moins pour un temps. En tout cas oui, vous avez bien entendu, Hope Summers, elle a été capable de contrôler l'entièreté de la force Phénix et de la détruire. Donc franchement, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, surtout que vous avez vu tout au travers de la vidéo que la force Phénix revient souvent et que c'est un véritable poison pour tous les personnages qui lui sont liés. Enfin, pour tous les personnages, sauf évidemment pour Hope Summers. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, c'est ce qui fait vivre la chaîne et c'est ce qui me permet d'avoir un peu de temps pour construire des vidéos un peu plus complexes, un peu plus longues que des vidéos de 10 minutes sur certains personnages. Évidemment, je sais que vous aimez bien quand j'alterne un peu les deux. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos ou des envies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais peut-être m'inspirer de vos envies pour faire des prochaines vidéos. Comme d'hab, évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous avez tous les liens dans la description, le Instagram de ECG, les lives sur Vote, comme d'habitude, évidemment, merci à tous ceux qui me soutiennent. Et sur ce, je vous dis à très vite donc pour de prochaines vidéos.